avant que je me présente, j'ai déjà une petite question pour vous. Est-ce que parmi vous, vous pouvez lever la main, il y a des personnes qui ont regardé un film hier? Ah oui, j'ai eu un peu peur quand même. Bon, ok, pas énorme, pas énorme. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé une série? Voilà. Est-ce que parmi ces personnes qui ont regardé des films et des séries, il y en a qui l'ont regardé accompagné avec d'autres personnes? Ok. Et est-ce qu'il y en a qui sont allés au cinéma ces 10 derniers jours? Ok, il faisait frais, hein. Dernière question, est-ce qu'il y en a qui se sont endormis hier devant leur série ou leur film? Il n'y a rien de plus agréable, on est d'accord? Donc moi je m'appelle Elsa Thomas, je suis auteure-réalisatrice, mais je suis aussi metteuse en scène et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce que je travaille au Sub ici. Je développe donc des projets qui sont entre le cinéma et le spectacle vivant. Et notamment, j'ai fait l'année dernière un spectacle qui s'appelle Matcha Girl. Alors je vais apprendre à faire marcher cette télécommande, voilà, qui est un spectacle sur mon père qui est spécialiste du thé et qui se posait la question de comment on fait pour parler à son père. Et donc, je me suis dit que pour y répondre, j'allais carrément l'inviter sur scène, alors que nous n'étions jamais, ni lui ni moi, montés sur une scène. Et on s'est posé ensemble cette question, et ça nous a fait quand même relever des grands défis sur la communication. Et aussi, à côté de ça, je suis scénariste pour la série, parce que j'ai fait une école qui s'appelle la Cinéfabrique, qui est l'école nationale de Lyon de cinéma. Et ensuite, en sortant, je suis allée à l'incubateur de Canal+, où j'ai développé ma première série qui sortira en 2028 et qui s'appelle Dragata Christie, donc qui est une parodie de Whodunit avec des drag queens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai rencontré Guillaume, que j'ai rencontré l'équipe d'Invox et qu'on m'a expliqué ce que c'était que votre métier, parce que c'est vrai que moi je ne connais pas du tout le marketing, j'ai vu des similitudes entre moi, mon travail d'écriture de série particulièrement, et le vôtre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on écrive en 20 minutes une petite série ensemble, et en tout cas on se demande comment ça marche, comment on écrit cette série que vous voyez presque tous, parce que la série, elle nous accompagne tout le temps, toujours, et sur des longs termes. Donc, la première chose d'abord, quand on écrit une série, c'est qu'on va se poser la question de l'arène. L'arène, ce n'est rien d'autre que le lieu où se passe la série, mais aussi à quelle époque elle se passe et dans quel environnement. Donc, là, on va voir un peu votre série Philly. Donc ça, c'est sa petite définition. On commence simple. Qui l'a? De quelle série c'est? Ouais, vous pouvez le dire? Stranger Things. Donc on est plutôt dans les années 80. À Hawkins. Voilà. En plus, je suis très mauvaise en anglais, donc c'est vrai que je n'ai pas compris la moitié des mots de tout à l'heure, parce que... Voilà. Bon, très facile aussi. Friends. Attendez, ça va se compliquer. Hein. White Lotus, quelle saison? La 1, oui, tout à fait la 1. Le bureau des légendes de la DGSE à Paris. Ma série préférée. C'est pas Soprano, c'est The Wire, oui, c'est Baltimore, absolument. Et plus dur, en plus on voit rien, il s'agit d'un lit avec une croix au-dessus. Est-ce que ça dit quelque chose? Une série qui est sortie sur Arte il y a 2 ans et que je vous conseille absolument. Oui, je vois oui. Oui, une série espagnole. La Messias, voilà, et donc c'est quelque part en Catalogne dans Aujourd'hui. Donc en fait, quand on va commencer, nous, à écrire une série, on va toujours se poser la question de l'environnement. C'est très différent de quand on écrit un film, parce que souvent on a une histoire, quelque chose qui nous vient. En série, on va toujours se dire, ok, on s'inscrit où, dans quel milieu, et pourquoi? Quelle va être un peu la grande thématique qu'on va traverser? White Lotus, pour ça, elle est hyper facile, parce que chaque saison, vous avez une thématique. La dernière, c'est le bien et le mal. La deuxième, c'est l'amour. La première, je sais plus, mais je dirais un peu la famille, notamment les rapports familiaux. Enfin, vous avez toujours une grande thématique. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer. Et puis arrive, moi, ce que je préfère en tant que scénariste, c'est les personnages, évidemment. Alors, quand on écrit un personnage, il y a plusieurs choses qu'il faut penser. D'abord, on va se demander comment il est, à quoi il ressemble. Qu'est-ce qu'il renvoie physiquement?
Évidemment, après, ça sera les acteurs et les actrices qui vont prendre la suite, mais d'abord, on va toujours se demander à quoi il ressemble. Ensuite, on va se demander quelle est sa psychologie. Donc ça, on va y revenir juste après. Mais ça va être se demander quel est son tempérament, est-ce qu'il est timide, pas timide, extraverti, est-ce que... Enfin voilà, toutes les questions plutôt sur de la psychologie. Et ensuite, et c'est ce que moi je préfère, c'est le comportement. Plus c'est incarné, plus les personnages sont incarnés, plus on aime. Donc on va se poser la question de, il fait comment son café le matin au petit déjeuner ? Est-ce que c'est la Nespresso ? Est-ce que c'est la cafetière familiale ? Est-ce qu'il boit son café avec quelqu'un ? Est-ce qu'il le boit serré ? Est-ce qu'il le boit long ? Est-ce qu'il le boit avec du lait ? En fait, déjà, là, on écrit un personnage. Et ensuite, et c'est là que ça devient très intéressant, quand on a un peu l'idée de qui est notre personnage, on va l'envoyer dans l'arène et on va se dire, OK, ce personnage, c'est quoi son objectif ? L'objectif, c'est quelque chose que vous, quand vous regardez des séries, vous le voyez très bien. Vous savez ce que c'est l'objectif. On vous le donne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le want. Ah, j'ai un peu des mots anglais quand même dans mon travail. Donc c'est vraiment le want, quoi. Donc on va se poser la question de, voilà, quel est son désir conscient, et le personnage en a conscience vraiment et va avancer vers ça et va atteindre ou non. Mais là où ça nous intéresse, et pourquoi on adore tous et toutes regarder des séries, c'est qu'il n'y a pas que le want, il y a le need, ce qu'on appelle le besoin profond. Et en fait, ce besoin profond, le personnage n'en a pas conscience. Nous, scénaristes, on sait, et c'est là où c'est complètement jouissif comme travail, c'est que nous, on sait, et on va le faire durer, on va faire durer le moment où il ne s'en rend pas compte le plus possible. Dans un film que vous regardez au cinéma, enfin un long métrage, votre personnage il va finir par s'en rendre compte, et c'est ça qui va nous donner une fin, une évolution du personnage. Mais dans une série, puisqu'on a envie qu'il y ait 5, 6, 7, j'espère 10 séries de Agatha Christie à toutes les époques, eh ben, je ne vais pas lui donner au personnage. Je ne vais jamais lui dire quel est son besoin profond. Et pourtant, ça va influencer tout ce qu'il fait. Donc, imaginons qu'ici, c'est notre arène. On est au sub. Il y a des personnes très différentes. Vous venez, j'ai l'impression, tous d'entreprises et d'endroits très différents, avec des histoires de vie très différentes. Il y a aussi tous les salariés des subs à côté. Il y a les artistes qui sont en train de répéter. Il y a tous les étudiants de cette école qui n'ont plus l'air d'être là, qui ont l'air d'être en vacances, mais qui passent peut-être leur rattrapage. Et donc, il y a plein de trajectoires très différentes et d'objectifs très différents. Et des fois, les objectifs sont les mêmes, mais pas les besoins. Je vous donne un exemple. Là, votre téléphone, il sonne. Dans votre poche, c'est votre mère. Vous avez comme objectif de la convaincre de ne pas vendre la maison familiale. Si votre besoin profond, c'est la reconnaissance de votre mère, vaste sujet. Non, je ne ferai pas un spectacle sur ma mère après mon père. Eh ben, vous allez peut-être vous éclipser tranquillement et aller décrocher. Si votre besoin profond, c'est enfin couper le cordon, être autonome, enfin voilà, prendre l'indépendance, vous allez faire sonner votre téléphone toute la matinée dans votre poche. Et pourtant, votre objectif, il est le même. Au fond, ça va être d'essayer de la convaincre de ne pas vendre cette maison, mais votre besoin profond va bouger. Et donc maintenant, on va le mettre en perspective avec notre personnage bonbon et préféré de White Lotus, qu'on adore. Qui a vu White Lotus ? Ouais, ok, il y a quand même un grand panel. Donc, notre Tania adorée. Maintenant, c'est à vous de travailler. C'est quoi son objectif de la saison 1 ? Avoir un mec ? Pas tout à fait. C'est pas son objectif premier. Je vous rappelle, elle arrive avec un objet avec elle sur... disperser les cendres de sa mère, c'est ça son objectif à notre personnage. Donc, elle vient à Hawaï pour répandre les cendres de sa mère. Mais effectivement, Tania, elle a une croyance. Donc elle a quelque chose dont elle est persuadée dans la vie. C'est un peu ce que vous avez dit. Avoir un mec, mais surtout qu'elle ne sera pas complète tant qu'elle ne sera pas aimée. Voilà, c'est un peu ça sa croyance à notre personnage. Donc, elle le dit d'ailleurs, carrément, dedans. Donc là, c'est très simple. Les scénaristes ne se sont pas cassés la tête, quoi. Ils vous donnent. Là. Et son besoin profond, à votre avis, c'est quoi ? Waouh. Son besoin profond, c'est effectivement d'être aimé, de trouver l'amour sans devoir ni l'acheter, ni séduire, ni surjouer sa grande vulnérabilité. Et on voit que ça,
ça va influencer, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toute la série, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vue, donc c'est une riche célibataire héritière qui arrive avec une volonté de trouver l'amour, mais qui ne fait que pleurer comme un enfant de 5 ans, que s'habiller avec des tenues rose bonbon, que demander de l'attention, et elle dit le mot « moi » à chacune de ses phrases. Donc vous voyez, en fait, les scénaristes, ils ont trouvé son besoin profond, et après, tout ce qu'elle va faire, c'est influencé par ça. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant quand j'ai parlé à Guillaume et qui m'a parlé de ce que vous appelez le persona, donc de un petit peu trouver les personnages les personnages, en tout cas j'ai l'impression plutôt les clients, les collaborateurs avec qui vous parlez. Tout de suite je me suis dit, ah mais c'est dingue, c'est comme moi quand j'écris mes personnages. C'est-à-dire que je ne vais pas juste m'arrêter à l'objectif, parce que ce qu'on pense quand on regarde une série, que ce qui nous accroche, c'est le cliffhanger, qui veut quand même dire, j'ai un très mauvais niveau en anglais, mais quand même celui qui se tient à la falaise, quoi, qui nous fait tenir en haleine. En fait, c'est pas ça qui nous fait revenir, c'est les besoins profonds des personnages. On se dit, mais allez, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'on va y arriver, et bon, elle, non, je vous spoil pas. Et pour vous faire adhérer à ces personnages, il y a une petite astuce quand on est scénariste, ça s'appelle le Save the Cat. Pareil, un peu d'anglais. Donc en gros, le Save the Cat, c'est une action que va faire votre personnage au début de votre série ou de votre film, qui va faire que quoi qu'il fasse derrière, qu'il aille braquer des banques, tuer des gens, vous allez l'adorer. Voilà. J'ai l'impression que vous connaissez bien le Save the Cat. Donc, littéralement, sauver le petit chat dans l'arbre. Ou alors j'étais hyper étonnée, le dernier Superman, carrément, il sauve une petite tortue. Donc, vraiment, on a juste déplacé l'animal, mais vraiment, ils ne sont pas allés chercher loin, les scénaristes. Je me disais quand même, qu'ils sauvent une petite tortue, on est là, ah, super. Et c'est aussi Aladdin, par exemple, qui va apporter du pain aux enfants, mais en fait Aladdin c'est quand même un voleur. Enfin, du coup voilà, en fait c'est toujours le cas du Save the Cat, c'est créer l'attachement du personnage. Ça c'est un petit truc quand on est scénariste qu'on met toujours en place au début et qu'après qui nous rend complètement accro et puis surtout qui nous donne envie de s'identifier. Et c'est ça qui est beau dans les séries et c'est pour ça qu'on y retourne aussi. C'est qu'en fait on a l'impression que les personnages ils grandissent avec nous, ils évoluent avec nous et qu'on les retrouve tous les soirs. Et ça, c'est quand même assez magique dans une écriture. Donc, maintenant, nous avons tous nos personnages. Mais il faut bien qu'il se passe ce qu'on adore, c'est le conflit, finalement. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là pour chaque personnage, on va vraiment, littéralement, les balancer dans l'arène. On va toujours faire en sorte que les personnages ils aient soit des objectifs communs mais des besoins différents, soit des objectifs qui vraiment se heurtent les uns aux autres parce que c'est ça qu'on aime. C'est quand ça se fight en fait, que ça soit du petit fight ou du gros fight, mais c'est ça qu'on aime voir et c'est ça qui fait qu'on y revient aussi. Et en scénario, on appelle ça les arches. Donc c'est le moment où en fait on va se poser la question de d'où part notre personnage. Si on reprend l'arche d'aujourd'hui, notre personnage est venu passer un rattrapage aux Beaux-Arts. Il est en haut, il est à la fenêtre et justement sa mère est parmi vous. Et il a besoin, enfin voilà, on va créer jusqu'ici, bon, on peut se dire il n'y a pas de problème. Mais si tout d'un coup il se croise là à la sortie avec d'autres gens, là peut-être que ça va créer un problème ou pas. Mais nous on va faire en sorte que ça crée un problème. Donc toujours de mettre en conflit nos personnages, toujours. Donc les arches après ça va être donc d'étendre notre histoire tout au long de la saison. Si on a envie qu'il y ait une saison 2, on résout, comme je vous le disais, l'objectif de la saison, mais pas le besoin profond du personnage. Ça, on le laisse courir. Ensuite, voilà, les arches, c'est vraiment ce que je vous disais, donc ça va porter son évolution au personnage. Et enfin, c'est vraiment là où ça va nous rendre accro, c'est qu'on va évidemment pas lui donner ce qu'il veut tout de suite, on va faire plein de rebondissements jusqu'à arriver à ces fameux fins de saison où vous verrez à chaque fois, la plupart du temps, les objectifs sont atteints, mais le personnage, il s'est pas révélé, il est encore balbutiant. Voilà. Et ben écoutez,
Je regarde ce que j'avais après, mais c'est un merci. Voilà, en fait, pourquoi je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui, c'est parce que déjà que quand vous ayez des moments où vous regardez des séries chez vous, vous posez les questions de comment ça s'écrit, qu'est-ce qu'on essaie de nous passer, quels sont les messages aussi derrière les thématiques qui sont abordées. Et puis aussi que quand vous arriviez dans votre environnement de travail, dans cette arène dans laquelle vous évoluez tous les jours, et ben peut-être vous puissiez transposer tout ce que je viens de dire à vos métiers, à vos collaborateurs, à se demander quels sont les objectifs des autres, mais aussi, surtout, quels sont leurs besoins profonds. Et si demain, il y en a qui arrivent avec des viennoiseries au petit-déj, vous savez qu'ils sont en train de save the cat. Voilà, on vous voit. Et bah écoutez, merci beaucoup et puis bonne journée. Eh bien, merci beaucoup Elsa. Avant que tu nous quittes après cette super intervention, tu es souvent aux subsistances, mais rarement pour parler marketing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes travaux du moment ici ? Alors oui, je vous ai fait un petit... en ce moment, je développe un nouveau projet qui s'appelle Balnéo Labo. Pour vous en parler un petit peu, donc Balnéo Labo, ça va être un projet qui va mélanger le cinéma et le théâtre sur du plateau, qui va être joué ici, et qui en fait retrace mon adolescence, où j'ai eu une grosse erreur médicale et je suis partie en centre de rééducation dans l'eau, qui s'appelle des balnéothérapies, et où j'ai rencontré plein de personnages, justement. Et c'est clairement, à mon avis, là où mon métier est apparu, c'est que je me suis retrouvée dans la flotte, à côté de personnes souvent âgées, avec des maillots de bain souvent trop détendus. Je me suis retrouvée dans une piscine avec plein d'humanités différentes. Ça a été pour moi assez bouleversant et je les ai écrits comme des personnages. Et maintenant, donc 15 ans plus tard, j'ai décidé avec une autre metteuse en scène de retourner dans des centres de rééducation, aller à la récolte de toutes ces personnes qui se réparent ensemble dans la vulnérabilité partagée. Parce qu'on est quand même une ère où on est tout le temps quand même tourné vers la performance. Se poser la question de comment on peut ralentir et peut-être faire communauté dans la vulnérabilité, c'est un sujet qui m'a toujours été cher. Et ralentir surtout, quand nos corps sont empêchés, de toute façon on n'a pas le choix. Et donc voilà, ce sera un panel de scénarios et de toutes petites histoires, dont je vous en donne une petite, qui est que notamment avec moi, il y avait un grutier qui était tombé de sa grue et qui était toujours très souriant, qui était toujours à fond dans ses exercices, mais que j'entendais pleurer dans la cabine. Et ça, c'est quelque chose qui m'est beaucoup resté. Et un autre monsieur qui est passé sa journée à dire « C'est dingue, j'ai 4-5 fois plus... je suis plus vieux qu'elle, mais je suis plus souple qu'elle. » Et lui, j'adorais le doubler à la cantine le midi. Voilà. Et c'est toutes ces petites histoires de centres de rééducation et de se demander comment on se répare ensemble. Et donc, ce sera probablement ici en mai 2028. Voilà, donc vous avez un peu le temps. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'être accompagnée par Invox qui soutient les subs et qui soutient mon travail et qui me permet de pouvoir passer du temps dans les hôpitaux et pouvoir rencontrer ces gens. Et voilà. Et pour ça, je remercie toute l'équipe de Invox. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, Elsa.